Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, vous savez, ce n'est pas que des entretiens avec les maires, les populations. Nous allons également échanger avec les honorables députés, eux qui portent le mandat du peuple. Nous avons avec nous ce soir un député de la 4e circonscription électorale, député d'un parti de l'opposition. Avec lui, nous allons apprécier la politique du gouvernement dans la thématique qui nous concerne, agriculture, changement climatique, l'impact sur la sécurité alimentaire. Il va faire ses appréciations de la politique mise en place par le gouvernement actuel. Nous allons également parler politique. Nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité politique au Bénin. L'affaire coup d'État, l'affaire limogeage du ministre des Mines et bien d'autres sujets vont meubler cet entretien que je vous remercie de suivre. Honorable, bonsoir et merci de nous recevoir. Oui, bonsoir, le PDG de Dabarou. Soyez les bienvenus ici à Porte-Novo. Honorable, nous étions ensemble l'année passée, nous avons abordé la thématique de la sécurité, de la cohésion sociale. Cette année, nous revenons avec la thématique sur l'agriculture et les changements climatiques. Nous voulons mesurer l'impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Et d'entrée de jeu, j'aimerais savoir si, selon vous, le Bénin subit déjà les affres du changement climatique. Merci pour cette 5e édition. Si oui. je compte bien, je crois que vous avez parlé de la 5e édition, oui, qui cette fois-ci concerne l'agriculture et les changements climatiques. Et effectivement, les changements climatiques, nous les observons. Il faut dire que le Bénin les vit ces changements climatiques et naturellement, ça a des répercussions sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire. Et ça, on le constate. Vous voyez déjà la période que nous vivons ici, comment il fait excessivement chaud. Oui. Alors, donc, il faut dire que le Bénin vit déjà ces changements climatiques-là. D'accord. Alors, comment appréciez-vous la politique que le gouvernement a mis en place pour atténuer les effets du changement climatique? Est-ce que vous percevez des actions dans ce sens? Disons, par rapport à ces changements climatiques, je ne perçois pas d'abord effectivement les actions qui sont mises en place pour quand même réduire. De toutes les façons, on ne voit pas de façon perceptible les actions mises en place, mais puisque c'est maintenant que ça a commencé, il faut dire que les actions qui sont mises en place pour réduire ces changements climatiques ne sont pas perceptibles par nous, les novices, disons, de l'agriculture. Oui. Parce que si c'est des techniques qui sont adoptées, tout le monde devait le savoir, tout le monde devait voir comment ça a été mis en place. Ces actions ne sont pas encore perceptibles. Ces actions ne sont pas encore perceptibles du point de vue de la population. Lorsque nous avons échangé avec des maires qui ont dit effectivement le changement climatique influe considérablement les productions agricoles. Tout à fait. D'autres ont dit qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les saisons, ce qui fait qu'on sème telle céréale et puis la pluie s'arrête et ça ne donne plus. Est-ce qu'en est-il de la politique agricole que le Bénin a mis en place? Est-ce qu'elle est en phase avec les changements climatiques? C'est ce que je disais, je n'ai pas vu la politique qu'on a mise en place parce que l'effet déjà de ces changements climatiques sur l'agriculture, c'est quoi? Tel que les maires viennent de le dire, les pluies arrivent au moment inattendu. Oui. Les moments attendus pour les agriculteurs, par exemple, lorsque nous prenons une région où il y a une seule saison des pluies, une saison des sèches, je parle du nord, vous allez voir, normalement, les pluies sont attendues à partir du mois d'avril, de façon précoce, ou sinon à partir de mai jusqu'en octobre. Mais vous allez voir déjà en février ou bien en mars, les pluies arrivent. Voilà qu'on n'arrive pas, on ne peut pas arriver à même à mettre en place les cultures pendant cette période-là. Donc, de façon anticipée, même en mettant les cultures dans cette période-là, ça ne peut pas prendre. Parce que si vous mettez les cultures en février ou en mars, il y a une rupture qui ne permet pas aux plantes de bien se développer. Donc, voilà que cette coupure, les pluies vont revenir peut-être dans le mois de juin.
à partir de juin ou même juillet, août, septembre, oui. octobre. Et en abondance. Voilà, en abondance. Donc, ça pose un problème. Donc, une politique s'il y avait une politique, ça veut dire que le gouvernement devait mettre en place une politique pour que, au moment où cette première pluie est arrivée, qu'il y ait une production qui permettra aux producteurs de bien profiter de ça. Voilà qu'il n'y a pas une politique pour qu'on puisse dire, lorsque les pluies anticipées arrivent, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut produire. Et lorsqu'il y a rupture, donc vous vous attendez, lorsque les autres pluies arrivent, voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc il n'y a pas une politique là pour quand même profiter de ces pluies précoces qui arrivent là pour produire. D'accord, donc ça nous permet d'aborder en même temps les propositions que vous avez. Vous êtes avec les populations, vous êtes avec le peuple. Vous êtes d'une région qui cultive sérieusement en termes de céréales, en termes de coton, d'anacadier et tout. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour pouvoir permettre aux agriculteurs de savoir anticiper, de savoir faire des productions qui vont s'arrimer avec les saisons? D'abord, il y a la question de recherche. Oui. La question de recherche, c'est que le gouvernement doit mettre en place les stratégies pour savoir de façon précoce quels sont les mois qui sont concernés par les précipitations qui vont venir de façon précoce. Lorsque vous voyez, entre-temps, il y a la météo, leur service de météo, qui annonce l'arrivée des pluies tel jour, et même pendant telle période de la journée. Donc, si les recherches peuvent permettre à ce que le gouvernement dise cette année, dans le mois de février, mars, il y aura les précipitations sur tel nombre de... Donc, et chaque fois, on informe les producteurs, on informe les paysans pour dire pendant ce mois-là, pendant ces mois-là, voilà ce qui va se passer. Là, ça fait une question de recherche. La question d'information aussi, si les recherches sont concluantes, donc c'est parti. Maintenant, si le gouvernement continue en matière de recherche encore, ils vont voir qu'est-ce qui peut être produit pendant cette période-là. Qu'est-ce qui peut être fait pendant cette période-là. Donc, rien n'est fait et on constate. Maintenant, en termes de stratégie également, l'eau qui est venue pendant le mois de février et mars, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et de façon globale, nous avons ce problème dans notre pays. Nous avons ce problème dans notre pays. Lorsque vous allez dans les pays sahéliens, en l'occurrence même le Burkina, vous n'allez pas voir de l'eau couler inutilement, de l'eau se gaspiller inutilement. L'eau ne s'évapore pas comme ça. Donc, à chaque lieu, à chaque instant, vous allez voir qu'il y a des retenues d'eau. Il y a des petits barrages, des petites retenues d'eau qui vont servir à faire quelque chose aux producteurs ou aux éleveurs. Au moment où il n'y aura plus d'eau. Au moment où il n'y a plus d'eau. Donc, cette quantité de pluie qui arrive de façon précoce pouvait être retenue quelque part pour servir à faire une production végétale ou production animale. Pendant la période où il n'y a pas d'eau. Mais ici, on ne fait rien. Ce n'est même pas fait. Oui. Et sinon, vous avez traversé le nord jusqu'à Porte-Nouveau. Combien de retenues d'eau vous avez vu sur la voie? Rien. Quand vous venez dans la vallée de l'Ouémé, vous avez vu des étendues d'eau, des étendues d'hectares, des étendues, mais rien. On ne fait rien de ça. D'accord, honorable. Merci beaucoup, honorable, pour ces clarifications. Nous allons parler politique maintenant et nous allons aborder l'actualité politique. Tout récemment, nous avons vu la tentative de coup d'État, nous avons vu l'arrestation de M. Bokor Olivier, de l'ancien ministre de la Jeunesse, Oswald Omeki. Nous avons également vu la nomination d'un collège de ministres conseillers. Nous avons vu le limogeage tout récemment du ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Autant de faits qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. Dites-nous, quelle est l'analyse que vous faites de chacune de ces actualités? Merci beaucoup pour cette question politique que vous m'offrez l'occasion de me prononcer. Il faut dire que par rapport à la question de coup d'État qui voudrait être réalisée dans notre pays, il faut relier cette affaire de tentative de coup d'État avec ce qui vient de se produire dans la semaine dernière où un ministre a été suspendu. Donc ces deux faits, moi,
à mon sens, ces deux faits sont les mêmes. Ah bon? Oui. Vous voyez, on dit tentative de coup d'État. Est-ce que vous avez vu les preuves qui ont été brandies, même en annonçant le coup d'État? Est-ce que ça apparaît à des preuves qui sont vraies? Non, mais on a vu de l'argent. Oui, l'argent, c'est des photos. C'est des photos que vous avez vues, mais vous n'avez pas vu de l'argent comme ça. Lorsqu'on a ouvert les sacs, vous n'avez pas vu. On a également vu la photo du véhicule. Ça c'est des tromperies. Mais c'est des preuves, on en a vu. Non, ce n'est pas des preuves. Et vous voyez, même moi, je peux sortir des sacs, comme les 3 sacs là, je peux sortir ça dans mon véhicule, je vais dire c'est de l'argent qui est là et je montre quelques photos ailleurs, je peux le faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on expose les non, mais vous avez vu au Burkina. Oui. Au Burkina, lorsqu'on a dit qu'on a arrêté quelqu'un avec des billets des milliards, vous avez vu comment on a déplacé l'argent. Vous avez vu quand on a ouvert les sacs. Vous avez vu comment on est allé me retourner. Non, mais chaque pays a sa politique. Non, je dis, lorsqu'on veut montrer une preuve, on la montre de façon suffisante. La preuve, ce n'est pas pour nous. Les 3 milliards, les milliards dont on a parlé là, c'est où? Oui, mais c'est déposé où? C'est certainement à la disposition, parce que l'affaire est toujours pendant. C'est déposé où? Mais pour le Burkina, c'est aussi à la justice, mais tout le monde a vu, palpable. Est-ce que vous avez cherché à voir? Non, je ne suis même pas juge pour le voir, mais de toutes les façons, ce que je vous dis, par rapport à ça, en cause par rapport à ça, ça semble être vraiment une tromperie. Et c'est pour ça que je vais lier. Est-ce que l'auteur, les 2 auteurs, est-ce qu'il est interdit comment on appelle? En réalité, c'est parce qu'en réalité, il y a des intentions, les intentions comment on appelle, de briguer ou bien de se faire connaître, de se positionner, d'être candidat. C'est ça qu'on ne veut pas nous dire. En réalité, parce que déjà dans le pays, les personnes étaient présentées comme des personnages qui veulent être... En parlant de qui? En parlant des auteurs, des présumés auteurs de coup d'État. Ok, voilà. Donc, vous avez vu comment dans tout le pays, Olivier Boucko était présenté comme... Son réseau le présentait comme un probable candidat aux élections de 2026. D'accord. Donc, quand je lis cet événement par rapport à celui qui s'est passé la semaine dernière, c'est ça. C'est-à-dire, si dans la maison, dans la même famille, quelqu'un tente de dire que en 2026, moi, je veux être un probable candidat, on fait tout possible pour te faire taire. Est-ce que vous voyez, pour te faire taire? Mais Olivier Boucko n'est pas d'un parti donné. Comme il n'est pas d'un parti donné, mais il fait partie de la famille présidentielle. Comment vous savez que Olivier Boucko ne fait pas partie d'un... Il est de quel parti? Non, mais comment vous... Mais vous savez son parti? C'est pas parce qu'il n'est pas de votre parti que... Non, mais je ne sais pas. Il n'est pas du BR ni de l'UP. Comment vous le savez? Mais est-ce que... Vous non plus, vous n'êtes pas du BR ni de l'UP. Je suis des démocrates. Des démocrates? Mais s'il n'est pas de votre parti, vous n'êtes pas la preuve, s'il n'est pas de votre parti. De toutes les façons, les personnalités politiques ont des étiquettes politiques, ont des familles politiques. Oui. Si je prends peut-être Jobénou, au hasard, c'est lui qui est le président de l'UP. Oui. Quand tu prends encore une autre personnalité, vous allez voir son parti. Vous prenez une autre personnalité. Ceux qui n'ont pas de parti, on le sait. Ceux qui ne sont pas d'une famille politique, on le sait. Mais lui, je sais qu'il n'est pas d'une famille politique donnée. Mais il est de la mouvance, il est du clan de la présidence. Il fait partie des grands acteurs du président Talon. Donc, étant dit qu'il fait partie de la famille politique du président de la République, mais il a commencé, ou bien son réseau a commencé par dire qu'il sera le probable candidat, il faut le faire taire. Donc, comment il faut le faire taire? Il faut lui trouver quelque chose. Donc, vous voulez dire que le coup d'État, moi, pour moi, la tentative, c'est pas vrai. Je ne le crois pas. Vous n'y croyez pas? Je ne le crois pas. Alors, que pensez-vous alors et je le lis, et je le lis au cas Adambi. À ce que nous avons suivi, avec ce que les commentaires ont donné, à ce que nous constatons, on dit il pose des actes solitaires. Et d'autres sont même allés plus loin pour dire dans la perspective des élections de 2026. Est-ce que dans une famille politique, il est interdit? Oui, mais chaque famille politique a ses règles. Oui, je dis, la famille est-ce que dans cette famille, il n'est pas possible
de montrer et de dire que je veux quelque chose. Mais quand tu veux Non, quelque mais chose, c'est à moins d'un an, Oui. à moins d'un an, des positionnements, des choix. Le chef de l'État a bien dit que Même- le candidat doit être connu à 6 mois. Même dans une famille, Oui. un parent dans une famille a des enfants et chaque enfant doit pouvoir montrer Oui, mais ce qu'il veut. Oui, le par la parent, suite. le parent fixe le Parce- deadline, la période à partir de laquelle on peut, À partir de on quelle peut période? prétendre À partir de au quelle trône. période? À C'est-à-dire partir de à quelle 6 période? mois. Pourquoi? À 6 mois, Oui. à 6 mois, c'est le dépôt des dossiers de Oui, candidature. maintenant, lui dit Mais- que c'est à partir de ce moment que les candidats Est-ce doivent pouvoir- que lui, il est allé leur dire que je suis candidat? Il n'est pas allé leur dire je suis candidat, je lève ma main, je suis candidat, je pose mes actes. Peut-être je prends dans mon aire géographique politique. En quoi cela vous gêne en tant que député, les démocrates, que un autre parti sanctionne un membre? Non, ça ne me gêne pas. Voilà. C'est une analyse. Ok. C'est une analyse que je suis en train de faire. Encore que dans notre parti, il n'y a pas ça. Il y a partout. Chacun pose des actes. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'ils soient sanctionnés. Si on les sanctionne, ils sont libres de les sanctionner. Oui. Mais je suis aussi libre de commenter tel que je veux. Tel que C'est vous pour ça que je commente, je dis, c'est une manière de dire taisez-vous. Parce que vous voulez être candidat. D'accord. Je vous demande de vous taire. Alors, et s'il n'était pas Oui. du même bord, s'il n'était pas d'un parti politique, mais il est de la famille de la famille du roi. du roi, Oui. on va le faire comme ce que Olivier Bouka. D'accord, Maintenant, d'accord. comme il est du BR, il est d'une famille politique, Oui. ici, il faut le sussoir, il faut le suspendre, Oui. et ensuite, il faut Le le faire. démettre. Voilà, il faut le Voilà. démettre. C'est votre analyse, Ça, c'est c'est mon propre à analyse. vous. C'est ce que je suis D'accord. en train de... Alors, dans la même veine, honorable, tout récemment, il y a à peu près un mois, nous avons vu une nouveauté au Bénin, la nomination des ministres conseillers. Quelle analyse vous faites par rapport à cette action du gouvernement? Monsieur le journaliste, vous voyez, le président Talon, il est à 1 an. Sinon, oui, à 1 an de la fin de son mandat. Oui. Donc 10 ans qu'il a fait. 9 ans. Non, voilà, 9 ans qu'il a fait déjà sur les 10 ans réglementaires. Est-ce que c'est aujourd'hui, il a vu la nécessité d'un ministre conseiller? Ça veut dire que les ministres qui étaient là, il a compris que ces ministres-là sont devenus inactifs, Non, incompétents. ils ont besoin ou- d'aide. Ils sont fatigués pour avoir d'aide, ils sont fatigués. Mais il y a des ministres qui ont fait 9 ans. Voilà, c'est lui qui a voulu qu'ils ont fait 9 ans. S'ils pensent qu'ils sont fatigués, ou bien ils sont inactifs, ou bien ils sont incompétents, il y a encore dans sa famille des compétents, il y a encore dans sa famille des gens capables de faire le job. Est-ce que c'est maintenant là, qu'à 1 an de la fin de ces 2 mandats-là, c'est maintenant qu'il va prendre des ministres conseillers? Conseillers pour faire quoi? Et vous constatez que ce qu'on a pris comme ministre conseiller, c'est des gens qui ont été mis, qui étaient déjà sur le carreau. C'est des gens, soit ils ont échoué aux législatives, c'est des gens qui sont peut-être, ils ont milité et qui n'ont pas trouvé depuis fort longtemps des places. Et c'est eux qu'on a concocté pour récupérer et positionner. Ça veut dire que c'est un remerciement, c'est un acte de remerciement à ces acteurs-là. En quoi ça dérange alors? Non, mais ça ne dérange pas, mais encore que nous sommes à moins d'1 an des élections générales. Donc, il faut comprendre que là, le roi est en train de dire, bon, je vous remercie, mais je vous mets encore à une position pour pouvoir accompagner, pour pouvoir affronter la lutte qui est en train de venir. Donc, je vous donne un peu de force pour pouvoir affronter ce qui va venir d'ici à quelques mois. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, mais c'est fait pour que, dans la perspective de ce qui va venir, qu'il soit encore efficace. Pour eux, ce n'est pas mauvais, mais même pour moi, ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que, même en interne, chacun devait affûter ses armes. Donc, on ne devait pas aussi sanctionner quelqu'un qui est en train de prendre cette disposition. D'accord. Alors, nous allons parler des élections générales de 2026. Oui. Dites-nous, quelle est la position de votre parti face à ces élections? Nous avons un code électoral que vous avez décrié depuis son vote, depuis sa promulgation. Si tout reste ainsi, c'est ce code électoral qui va nous servir pour aller aux élections de 2026. D'abord, pour tout Béninois qui a sa tête sur les épaules, devait décrire le code. Ah bon? Oui. C'est l'Assemblée nationale qui l'a oui, voté? Non, l'Assemblée nationale l'a voté parce que c'est déjà voté, même si c'est avec une majorité
de la mouvance. De toutes les façons, les députés des démocrates n'ont pas donné leur caution parce que ce code, comme tout le monde doit pouvoir le savoir, c'est un code vraiment chrysogène. Donc, c'est un code qui est taillé sur mesure. C'est un code qui ne va pas amener, qui ne va pas pérenniser la paix. C'est un code qui ne va pas, en tout cas, eux-mêmes, ce code qui est taillé et qui est pris dans ce sens, si on laisse les partis individuellement à aller affronter, je ne sais pas s'ils peuvent s'en sortir. Et vous allez constater qu'il y a de la tricherie à un moment donné où on dit il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale, mais que ce soit le BR ou l'UP, parmi eux, individuellement, qui peut l'avoir. Et pour tricher, on dit on peut faire des accords de gouvernance. Alors que les accords de gouvernance, quand vous le faites, il faut d'abord avoir 10% sur le plan national avant que ça soit opérationnel. Oui. Alors, sur les 3 partis et sur les partis politiques qui existent au Bénin, combien de partis ont eu 10% aux élections passées? Aux élections passées. Ce n'est que les 3. Oui. Donc, s'il y a accord de gouvernance, ça ne peut qu'être le BR et UPR qui peuvent faire accord de gouvernance. Est-ce que c'est exclu que les démocrates fassent accord de gouvernance avec le BR, par exemple? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire accord de gouvernance avec le BR. Non, mais c'est pas exclu. Non, ce n'est pas possible. Puisque vous voyez comment les partis là se comportent. Non, mais les choses changent, non? On a encore un an. Les choses changent, mais en état actuel, ce n'est pas possible. D'accord. Oui, ce n'est pas possible. Donc, c'est une tricherie. Alors, donc, si vous allez dans la question que vous posez, comment on se prépare, de toutes les façons, que ce soit avec ce code ou avec le code à reviser. Il y a encore un code à réviser? Non, le code là, on peut le relire. Pourquoi pas? Ah bon? Le code là peut être relu. Vous êtes dans cette démarche? Non, mais même eux-mêmes là, est-ce que ça les arrange? Le code là, est-ce que ça les arrange? Parce qu'avec ce code, si de ça n'ont pas fait, même à 2, lorsqu'ils ont fait accord de gouvernance, ils peuvent avoir moins de 20%. Dans certaines circonscriptions, même à 2, ils peuvent avoir moins de 25%, moins de 20%. Donc eux-mêmes, là, ça les arrange qu'on le relise. D'accord. Oui. Dans certaines circonscriptions, donc vous allez voir que peut-être un parti tel que le LD peut bloquer pour avoir 81%. Oui. Et dans ces circonstances, on fait quoi? Donc, et pour les préparatifs, on est en train de se préparer. Je crois que tous les partis se préparent. Nous, en tout cas, au niveau de LD, on se prépare. Et sur le terrain, on est là. On est présent sur le terrain, on fait tout ce qu'il faut. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les populations face aux nombreuses réalisations du gouvernement? Quelle réalisation du gouvernement? Nous avons quitté... vous avez quitté le Nord, et quand vous avez dépassé Boycon, oui. C'est à partir de Boycon vous voyez les réalisations. Il y a de réalisations qui est en cours. Combien de kilomètres, monsieur le journaliste? Quand on écoute là, ça fait 40 kilomètres. Oui. Et quand on est à combien de kilomètres? À peine 20 kilomètres. Et quand vous parlez de Sinandi, qui a commencé depuis 2018 ou 2019, ça fait plus de 5 ans. Pour une route de combien de kilomètres? Non, mais nous avons encore la route de la cotonnière. La route cotonnière de Djougou à Pionko, Banikwara, Kérou, Banikwara. Oui. Ça fait combien de kilomètres? Et depuis combien? Ça a commencé depuis 2019. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans. Et puis, vous constatez, oui. Et moi j'ai pris la voie là, ça ne fait pas 2 semaines, même une tache de bitume, rien. Donc, ça veut dire que cette route-là, il faut aller jusqu'en fin 2026. Oui, alors que ce que vous dites réalisation là, ce que vous dites réalisation partout là, est-ce que c'est avec cette vitesse-là ça se fait? Non, mais vous avez vu cette vitesse-là? Chaque chantier a ses réalités. Mais tous les chantiers que vous venez de citer, que ce soit Bemberekes, Guessou, Fobouré, Sinandé, plus de 5 ans. Il faut mettre plus de 5 ans pour faire ça. C'est ça. Chaque non, c'est pas les mêmes entreprises. C'est pas possible, c'est le même gouvernement. Vous avez vu la route. C'est le même gouvernement. Ensuite, le président a dit ce n'est pas. La route ne donnait pas à manger. Aujourd'hui, il reconnaît que la route peut donner à manger. S'il le savait comme ça en 2016, quand il est venu, les signatures qui ont été faites par l'ancien régime et qu'il a reporté, il ne devait pas le faire.
Et parce que ça a été lancé, la route de Sinandé, Guessou, la route de Kwandé Kota, la route de Kalale Niki, ça avait été lancé. Si aujourd'hui il reconnaît que la route peut donner à manger, depuis là, ça serait déjà terminé. Si c'est que sur une tronçon de moins de 100 km, il va faire 5 ans, depuis 2016, il l'aurait lancé. Pour que ça soit terminé. Aujourd'hui, les populations seraient contentes. Aujourd'hui, même si c'est fini, mais dis donc, est-ce que même si c'est terminé aujourd'hui, les populations ne seront pas, ne verront même pas l'utilité. En tant que vous pensez que le chef d'État n'a pas réalisé assez pour que les populations l'adubent, pour que les populations... Écoutez, comme il l'a dit, pour circuler sur une route, il faut avoir la moto, il faut avoir le véhicule. Aujourd'hui, quelles sont les conditions pour que le paysan, le producteur qui a 50 tonnes de soja, qui a 30 tonnes de soja, qui a 10 tonnes de soja, puisse avoir une moto? Quelles sont les conditions qui sont créées aujourd'hui pour avoir un véhicule? Alors qu'avant, les paysans, c'était facile d'acheter des véhicules. C'était facile d'avoir de belles maisons dans les villages. Aujourd'hui, combien de producteurs ont de belles motos? Combien de producteurs ont de belles véhicules? Non, mais et de beaux véhicules. Ce n'est pas les producteurs seuls qui... Non, mais je prends cet exemple parce que les routes dont vous faites cas, c'est les paysans en majorité là-bas. Et aujourd'hui, les paysans ont la peine de se nourrir correctement. Il n'y a pas que les routes, il y a également les cantines scolaires. Quelles cantines scolaires, mon frère? On a fait une supervision pour les cantines scolaires, on dit repas à chaud, Je dis, même pour ces repas chauds là, ça existait depuis. Même si ce n'était pas de façon générale. Aujourd'hui, ça a été généralisé. Oui. Mais est-ce que c'est ça seul qui constitue les réalisations? Non, mais il n'y a pas que ça, il y a les microcrédits. Quel microcrédit? Vous avez vu quel microcrédit sur le terrain? Il y a RACH, le projet RACH qui est là. Non, ça c'est des projets que vous citez et qui ne sont pas opérationnels. Mais non, c'est opérationnel sur le terrain. Nous les microcrédits, nous avons eu des bénéficiaires. Les femmes les cherchent jusqu'à aujourd'hui, les femmes les cherchent, ils ne trouvent même pas où est-ce que c'est logé. Là, lorsque vous prenez le projet H, le projet H, je le connais très bien. Mais le projet H peine à prendre dans les centres de santé. Le projet H, mais quand tu as la carte H, tenez la carte H, vous allez prendre votre micro. Prenez votre micro, je vous demande de faire le tour des centres de santé. Vous allez faire une enquête, vous allez faire aussi des interviews. L'enquête que vous allez faire auprès des malades, des patients qui ont des cartes H, vous allez voir comment ils sont traités dans les centres de santé. Ils seront là sans être traités alors que celui qui tient son argent a été traité. Non, mais ça c'est des affirmations... Non, ce n'est pas une affirmation gratuite. Moi, j'ai déjà vérifié. J'ai déjà vérifié. Nous n'avons pas la preuve de votre vérification. Et j'avais dit ça. Je parle à une séance, j'avais déjà dit ça à un des ministres. J'ai posé cette question. Je dis, le projet H tel que c'est fait, il faut qu'il voit dans les centres de santé comment la question des patients qui ont des cartes H sont traités. Oui. Il ne faut pas dire qu'on a partagé 10 000 ou bien 400 000 cartes, donc 400 000 sont traités. Non. Toute réforme a des insuffisances. Vous pouvez au moins considérer qu'il y a eu un acquis. Beaucoup de cartes ont été partagées, mais les bénéfices ne sont pas allés aux bénéficiaires. D'accord. Voilà. Alors, honorable, pour conclure... Oui, mon mot de la fin, c'est d'abord vous dire merci. Merci à Dabaltou. Je souhaite que les émissions du genre se répètent parce que ce n'est pas aussi facile de faire le tour du Bénin, des 77 communes, et écouter à travers une thématique pour que, surtout la thématique que vous venez de prendre cette année, elle est très belle, elle est très bonne parce que sans l'agriculture, on ne peut pas vivre. Sans l'agriculture, je crois qu'il n'y a pas de vie. Donc, c'est comme si vous êtes en train de lancer l'alerte. Si les acteurs dormaient, ils vont se réveiller. Donc, c'est pour ça que je vous félicite, je vous encourage et je souhaite que les actions du genre se perpétuent et que tout le monde y adhère. Par rapport au clin d'œil à la politique, donc, je vous remercie aussi parce qu'on a fait le tour de quelques points d'actualité qui sont très important. Donc, je voudrais une fois vous dire merci beaucoup et je vous souhaite une bonne tournée et une belle réussite. Merci beaucoup, honorable. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous étions avec l'honorable Sabi Karim
Alassane, député de la 4e circonscription électorale, avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de la thématique de cette édition de Bénin Dabar Tour, agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Pour l'honorable, les actions pour contrer le changement climatique ne sont pas encore perceptibles. Il a fait des propositions sur comment anticiper un certain nombre de choses pour permettre aux producteurs de pouvoir mettre à temps leur production sous terre, de pouvoir bénéficier, faire des retenues d'eau pour pouvoir jouir de cette eau lorsque nous sommes dans une période où il n'y a pas de pluie. Bref, il y a eu des propositions que l'honorable a soumises au gouvernement qui voudra bien en tenir compte. Nous avons également parlé politique et en politique, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité. Les ministres conseillers, nous avons parlé du limogeage du ministre de l'eau et des mines, nous avons parlé de l'affaire coup d'État, nous avons parlé de 2026, du candidat du Parti Les Démocrates, des préparatifs de cette élection. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bénin Dabar Tour. Nous disons merci à notre partenaire KDK à travers son lycée agricole, à travers son université agricole et sa ferme KDK qui nous accompagne au cours de cette tournée médiatique la plus grande du Bénin. Je vous remercie. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.